déjà, merci d'être venu à cette conférence de presse pour présenter donc le petit ouvrage qu'on vient de publier aux éditions CIELEPS, donc l'intelligence artificielle aux impôts, réflexion et action syndicale. On a considéré que face au développement de l'intelligence artificielle dans notre administration depuis 2013, puisque désormais la Direction générale des finances publiques est fer de lance du développement de l'intelligence artificielle en tant qu'administration d'État en France, on a considéré que ce développement avait évidemment des conséquences sur nos missions, nos conditions de travail, mais aussi plus globalement, ça transformait peu à peu notre service public de proximité. Et donc, face à ça, on a décidé de bousculer un peu notre champ revendicatif traditionnel, habituel, on va dire. Et ce travail, on le doit en particulier à notre ancienne secrétaire générale, Anne Guyot-Velk, qui a très rapidement compris tout ce qui est en train de se passer à travers le développement de l'intelligence artificielle. Alors, on n'est pas évidemment des concepteurs de l'IA, nous ne sommes pas non plus des data scientists, mais on est tout simplement des syndicalistes. Et donc, comme souvent aussi, nous ne sommes pas des technophobes, hein, bien au contraire. Alors ça, c'est l'argument principal de nos directions, que ce soit au niveau départemental ou au niveau national, hein, pour nous dire qu'en fait, on serait un peu rétrograde avec la technologie. Mais nous, on est évidemment pas nostalgique du calcul manuel à la main de l'impôt sur le revenu ou du papier carbone, hein, mais on est, nous, il est vrai, des technocritiques. En particulier, pourquoi ? Parce que nous refusons que l'intelligence artificielle, entre autres, soit faite sans que jamais les personnels ne soient associés à ce développement. Nous refusons que tout se fasse en totale opacité, sans aucun débat, loin des intérêts des personnels. Nous ne sommes pas dupes. Si la Direction générale aujourd'hui des finances publiques est fer de lance du développement de l'IA, c'est aussi parce qu'elle considère que c'est la solution magique pour poursuivre les suppressions d'emplois dans notre administration. 30 000 suppressions d'emplois depuis 2008, dans une DGFiP depuis longtemps, aujourd'hui exsangue. Alors nous revendiquons évidemment le droit de remettre en cause l'utilisation de l'intelligence artificielle quand elle n'est pas synonyme en fait de progrès social, quand elle est dictée et pensée par les seuls intérêts privés et quand elle est essentiellement motivée par les perspectives de suppression d'emplois. Pour notre syndicat, le développement de l'intelligence artificielle interroge aussi profondément le service public que nous voulons. Est-ce que c'est un service public déshumanisé où les bots et les algorithmes sont rois, où le quantitatif remplace le qualitatif, ou bien celui d'un service public fort, capable de s'adapter aux besoins essentiels de la population, de l'accompagner dans ses démarches, bref, un service public garant du vivre ensemble et acteur de cohésion sociale. Pour notre part, évidemment, nous avons choisi plutôt ce deuxième service public et c'est celui que nous défendons et que nous continuons à défendre malgré le développement de l'intelligence artificielle dans notre administration. Nous, on est effectivement des syndicalistes, donc forcément, avec le développement de l'IA, on s'intéresse de fait à ce que ça fait, à l'impact sur le travail, sur nos missions de service public, et aussi évidemment sur les conditions de travail des agents et des agentes. Et à la Direction générale des finances publiques, l'IA, elle nous est vendue comme permettant d'être plus efficace, mais aussi de mettre fin aux tâches répétitives et chronophages pour que les agents et les agentes puissent se concentrer sur des tâches dites à plus forte plus-value. Sur le terrain, plusieurs choses. Déjà, l'efficacité, elle est toute relative. Alors évidemment, dans la mesure où l'IA, elle va brasser énormément de données et que c'est, nous, on considère une industrialisation de certains gestes métiers qu'on faisait déjà, forcément qu'il y a à un moment donné des résultats. Mais nous, on estime qu'ils ne sont pas à la hauteur des enjeux. Et pour vous donner un exemple, dans le contrôle fiscal, puisque ça commence, nous, on a beaucoup discuté autour de ça, on a un projet qui est plus un projet, puisque ça a démarré en 2013, qui s'appelle
ciblage, fraude et valorisation des requêtes. Donc en gros, on va croiser énormément de données pour sortir des listes de sociétés à contrôler. Et pour vous donner un exemple, les chiffres viennent de notre direction générale. En 2022, on a contrôlé la moitié des entreprises, exactement 52% ont été contrôlées suite à de la programmation par data mining, donc par ce croisement de données à grande échelle. Et en fait, les droits et pénalités au niveau du recouvrement, c'était 13,6%. Alors, ce résultat, il est un tout petit peu biaisé puisque le recouvrement, il est sur les années précédentes. Mais en gros, ces chiffres-là sont quand même parlants puisqu'on a aujourd'hui la moitié de la programmation de contrôle fiscal des entreprises qui est faite par intelligence artificielle et on a derrière 13,6% du recouvrement. Donc, ça montre bien que cette efficacité-là, elle est toute relative. En réalité, les agents et les agentes passent beaucoup de temps à traquer et à réparer les erreurs de l'intelligence artificielle. Et si on continue avec l'exemple de ces listes de sociétés probablement à contrôler, elles arrivent dans les services de programmation et quand on a fait une petite enquête avec un questionnaire, les personnels évoquent des tâches chronophages et inintéressantes. Ils parlent d'appurement des listes, d'un sentiment d'abattage de masse. Et puis, effectivement, mais dans la lignée de ce qui avait déjà démarré à la Direction générale des finances publiques, le développement de l'intelligence artificielle a fortement accentué cette attention portée au quantitatif au détriment du qualitatif. Du coup, avec tout ça, les personnels craignent la perte de leur technicité au fil des années. On associe ça, nous, à une perte d'autonomie. Là où, par exemple, on allait choisir de croiser telle et telle donnée au niveau local, on a aujourd'hui des listes qui descendent d'en haut de sociétés dont il faut vérifier qu'on peut les programmer. Et donc ça entraîne une perte d'autonomie forcément, mais aussi un éloignement du terrain par rapport aux missions qu'on exerce. Tout ça entraîne au bout du compte une perte du sens de travail. Et dans l'enquête qu'on a réalisée, on a 88% des collègues qui ont répondu, qui trouvent que leur travail est moins utile avec l'intelligence artificielle et 90% qui nous disent qu'il y a moins de sens pour ce dernier. Et on sait très bien aujourd'hui, puisque ça a été documenté, y compris par des sociologues du travail, que la perte de sens au travail, c'est un des facteurs de risque psychosociaux et du coup on est aussi inquiet à ce titre. Face à l'opacité des projets d'IA à la DGFiP, qui sont menés, comme l'ont dit mes camarades, dans la plus totale opacité, sans informer, consulter les représentants du personnel, sans associer les premiers concernés, à savoir les agentes et les agents de la DGFiP, on a dû réinterroger nos pratiques syndicales et essayer d'inventer pas inventer parce que c'est un peu, mais en tout cas trouver de nouveaux modes d'action. L'outil juridique, où on a donc la possibilité de demander des documents administratifs tels que les marchés publics qui sont passés avec les prestataires externes, puisque la plupart des projets d'IA sont externalisés. Et donc on demande ces documents à la PRADA, la personne responsable de l'accès aux documents, donc notre interlocuteur de l'administration. Et bien souvent, on a une fin de non-recevoir, ça va avec le reste du dialogue social. On n'hésite plus à saisir la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs, qui a tranché en notre faveur, c'était il y a 1 an, et qui nous a permis de reconstituer les coûts des projets, les coûts financiers, et d'identifier les prestataires privés, donc souvent les cabinets de conseil, souvent les mêmes, Capgemini ou Sopra Steria. En outil juridique aussi, on essaye, on va le faire prochainement, d'utiliser le RGPD, évidemment, le Règlement général de la protection des données, pour demander les AIPD, donc les analyses d'impact de la protection de données, qui sont des documents obligatoires avant le développement des projets d'IA sur des projets un peu à risque. Et donc ça nous permet aussi d'avoir de l'information sur les jeux de données qui sont utilisés, les finalités des traitements. En notre mode d'action, nous avons développé des partenariats avec pas mal d'acteurs qui sont extérieurs aux syndicats, donc notamment le monde de la recherche, on en a parlé tout à l'heure, mais donc avec des designers, sociologues et aussi un data scientist. Ça nous permet donc de dépasser les arguments simplistes des diaporamas que nous fournit l'administration et surtout de mieux comprendre ce nouvel objet qu'est l'IA et donc comprendre les risques qui sont liés dans le monde du travail.
comme l'inexplicabilité des résultats des intelligences artificielles, les discriminations qui peuvent avoir lieu et la précarisation du travail, entre autres. Donc c'est un bon moyen pour obtenir des informations, et c'est d'ailleurs comme ça qu'on a découvert que l'entraînement de notre IA qui sert à détecter les piscines non déclarées a été entraîné à Madagascar par des travailleurs du clic précaires pour un salaire moyen entre 80 et 150 euros par mois. On vient de finir cette collaboration avec l'Institut de recherche économique et sociale, l'IRES, sur le projet Dialia, qui a pour finalité, avec d'autres organisations syndicales, de comment construire un dialogue social technologique qui soit efficace, on va dire. Et ça aboutit à un outil assez concret, donc c'est le registre des SIA. C'est un document qui permet de centraliser pas mal d'infos sur les projets d'intelligence artificielle, notamment sur le financement, les acteurs, la chaîne de sous-traitance, les données qui sont utilisées, les risques qui peuvent être liés. Et donc ce document est un petit peu calqué sur le registre des traitements du RGPD. C'est un peu l'esprit. Voilà, et ça nous permet donc de centraliser les infos que l'administration devrait nous communiquer. Ensuite, autre partenariat avec les journalistes. Donc ça, les journalistes de plus en plus qui sont spécialisés dans les outils numériques et aussi qui prennent en compte ce sujet qu'est l'IA dans le monde du travail. Donc on a tissé des liens avec elles et eux. C'est comme ça aussi qu'on a eu des informations par une demande CADA d'un journaliste sur le foncier innovant qui a obligé l'administration à communiquer les infos. Donc c'était pour connaître le coût de 33 millions d'euros du foncier innovant. Et ça nous permet aussi donc par la communication extérieure de contrer un petit peu le discours officiel de la DGFiP, qui est magnifique, comme l'a dit Sandra, ils avancent ça comme un outil magique qui permet de pallier aux suppressions d'emplois, aux restructurations. Donc voilà, on communique à l'extérieur aussi via les médias. On a aussi fait, on en a parlé, une grande enquête sur les impacts de l'IA sur les conditions de travail et l'exercice des missions, ce qui nous a permis d'avoir des remontées de terrain, des adhérents, mais aussi des agentes et des agents de la DGFiP. Dans le dialogue social, puisqu'on a quand même des instances qui nous permettent de porter les sujets, on demande des études d'impact à l'administration sur les conditions de travail, études d'impact qu'on nous a donc accordées, et on participe à l'élaboration du cahier des charges, donc avec un prestataire qui sera l'ANACT pour la DGFiP, et au niveau ministériel avec l'INRIA. Ensuite, un autre moyen d'action, c'est la demande d'appui aux politiques. Alors, ça peut paraître étonnant, mais on ne se prive pas de demander aux élus nationaux et locaux, donc les élus nationaux qui nous permettent de mettre en visibilité certaines questions et d'avoir des réponses, eux, pour le coup, via une QPC, par exemple. Et les élus locaux, on les interpelle, et ça marche. Ça avait plutôt bien marché, d'ailleurs, pour le foncier innovant, sur le risque de perte de services publics, de perte de liens entre l'administration et les collectivités territoriales. Et donc ça permet aussi de les sensibiliser et qu'ils puissent remonter au niveau de l'administration. Solidaire Finance Publique fait partie de l'Union syndicale solidaire, ce qui nous permet de mutualiser et partager nos problématiques IA aussi avec le secteur privé. C'est très important pour identifier les mêmes logiques qui sont à l'œuvre de recherche de gains de productivité, par exemple, et des dérives qui peuvent parfois aboutir à l'hypersurveillance de l'activité des salariés par l'employeur. Et donc on s'aperçoit que les postiers, les cheminots, les journalistes, le SNJ, les traducteurs, les informaticiens sont tous impactés par les projets d'IA sur l'emploi mais aussi sur le déplacement du travail.